19h. Yarana, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi. Des petits déjeuners gratuits pour lutter contre les inégalités sociales. Une quinzaine d'élèves du collège Mako-Tévané en bénéficient chaque matin. La recette de la réussite pour l'établissement. De nouveaux agents pour réaliser des inspections et des contrôles dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales. L'ARAS accueille 11 contrôleurs assermentés. Le détail sur leur mission dans un instant. Alerte à la vigilance sur la crypto-monnaie. Le marché suscite un intérêt particulier aux Fénois, mais les arnaques pullulent aussi au détriment des investisseurs crédules. Aheria Porinetia s'alliera-t-il aux autres autonomistes? La question reste toujours sans réponse, puisque le parti politique ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de cette éventuelle nouvelle plateforme. On en parle avec son deuxième vice-président, Nouihao Loré, et l'invité de ce journal. Et enfin, le deuxième tome d'une étude comparative du tahitien, du français et de l'anglais est accessible gratuitement en ligne. Un outil précieux pour les enseignants en insécurité linguistique, mais surtout une manière de valoriser notre langue. Tartines au Nutella, fromage, verre de lait et compote, c'est le petit déjeuner offert à une quinzaine d'élèves du collège Mako-Tévané chaque matin. Puisque de paroles de proviseur, un élève bien nourri, c'est un élève qui apprend. Car oui, ils sont très nombreux à arriver à l'école le ventre vide, faute de temps ou d'argent. Le reportage de Caroline Fary et Jérôme Lee. Il est 6h du matin, le bus dépose les premiers élèves au collège Mako-Tévané. Ils arrivent plus tôt que d'autres et le ventre vide pour certains. Ici, ils vont pouvoir prendre un petit déjeuner complet avant d'entamer leur journée. Je vais de Papineau. À quelle heure tu te réveilles? 4h, 3h du matin. C'est fatigant? Oui, c'est fatigant. Alors le matin, tu n'as pas le temps de manger quand tu te réveilles? Non. À quelle heure tu te réveilles? 5h. Oui. C'est tôt, tu prends ton petit-déj avant ou pas? Non. Sur les 300 élèves de l'établissement, 128 sont en SECPA, un enseignement général professionnel adapté. Tous les matins, 15 d'entre eux bénéficient de ce moment de convivialité organisé sur les fonds propres du collège. Nous cherchons à avoir un bon climat scolaire et nous pensons à nos enfants qui, pour certains, arrivent de très loin et qui n'ont pas pris de petit déjeuner et pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour travailler le matin. Parce qu'un élève bien nourri, c'est un élève qui apprend. La particularité du secteur de recrutement au niveau de la SECPA, ici au collège, le secteur part de Tipperary jusqu'à Papineau. Et nous avons même des élèves qui habitent à Tiaray, dans la commune de Tiaray. Donc, à un moment donné, ces élèves qui viennent de loin sont sélectionnés d'office pour pouvoir profiter de ce petit déjeuner le matin. Un climat scolaire bienveillant, allié à la performance et l'ouverture, c'est l'objectif de l'établissement. C'est un bon départ sur le plan physiologique, ils sont nourris, mais en même temps, même moral, parce qu'ils ont plaisir à venir au collège. Nous avons un taux d'absentéisme très, très faible. Les élèves viennent régulièrement au collège. La sonnerie marque le début des cours à 7h. Ils se poursuivront jusqu'à 15h dans une ambiance apaisée. Une fierté pour le collège Mako-Tévané, où quand la proximité favorise la réussite. Et à Ouria, malgré les discussions et les tentatives du ministère de l'Éducation, le transport en commun des élèves n'est toujours pas résolu. Si des bus de Tahiti ont été envoyés sur l'île Sœur pour assurer le transport, ils sont en nombre insuffisant. 9 sont en circulation quand le besoin est de 15. Les horaires de ramassage ne sont donc pas respectés. Résultat, les enfants manquent le bus et arrivent en retard à l'école. Les explications du représentant des parents d'élèves du collège de Paupo, il répond à Laurent Bélanger. Par exemple, pour moi, pour être concret, le bus passe récupérer ma fille aux alentours de 6h20. Donc ça, c'est dans la marche normale avec 15 bus, avec l'ancien prestataire. Lundi, il est passé à 6h, donc ma fille n'est pas prête. Hier, il est passé à 6h20, donc ma fille était prête, elle a attendu 20 minutes. Et ce matin, à nouveau, il est repassé à 6h05. Donc c'est très compliqué, mais la société, elle jongle avec les horaires et les points de départ, les points d'arrivée, pour essayer, j'imagine, de trouver le meilleur moyen de ramasser tout le monde. Mais pour l'instant, c'est des loupés. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui amènent leur enfant. Parce que quand le bus est passé, et qu'on a vu le bus passer, on dit « bon, je t'amène ». Pour ceux qui peuvent.
Et le ministère de l'Éducation informe que le ramassage scolaire commence à 5h30 pour les collégiens et démarre à 6h30 pour les écoliers. Des affinements du plan de transport seront effectués par le transporteur avec les établissements scolaires chargés d'informer les familles. L'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale renforce ses capacités de contrôle. Aujourd'hui, 11 de ses agents ont prêté serment devant le tribunal de Papeete. Assermentés, ils pourront désormais envoyer leurs observations en cas de manquement aux règles à l'autorité judiciaire. Une manière de faire encore mieux respecter les droits des usagers et des résidents. Les détails avec Stéphane Ratino et Nicolas Suir. Je le jure. Monsieur Henri-Pierre Mallet. Je le jure. Ils ont prêté serment comme la continuité de leur vocation, pour que les résidents et usagers des structures sanitaires et sociales voient tous leurs droits préservés. Ce matin, mission conseil dans un centre d'excellence reconnu à Papeete. On y discute, on échange sur les bonnes pratiques. Ce métier d'inspection est à la croisée de 1000 savoirs et d'un certain savoir-être, là où la rigueur rejoint forcément l'humanité. Ce sont effectivement des agents qui sont importants, avec des profils en fait professionnels très variés. On a à la fois des médecins, on a des pharmaciens, on a des agents instructeurs sur le plan administratif. Donc pour assurer toutes les missions de suivi du secteur sanitaire et médico-social et social, il faut avoir des profils variés. Et donc le fait d'être assermenté, c'est effectivement un point important dans la gestion de nos missions. On fait aussi de l'accompagnement. Et on est toujours bienveillant quand nous sommes interrogés sur le fonctionnement et sur le cadre réglementaire à appliquer. Ainsi, l'ARAS est garante du bon fonctionnement des établissements sanitaires, un outil de régulation et de conseil dont l'expertise est reconnue et souvent attendue. Avec ces nouveaux agents assermentés, les rapports en cas de dysfonctionnement grave auront autorité auprès de l'institution judiciaire. Il s'agit pour nous de garantir finalement la qualité de soins, mais aussi la qualité d'accueil et d'accompagnement des personnes vulnérables. Est-ce qu'on constate parfois du laisser-aller ou des signalements qui vous inquiètent parfois ? Il peut arriver des signalements qui arrivent à l'ARAS et à ce moment-là, on est amené à faire des visites de contrôle. Toute cette activité concerne la vie des personnes. Ici, au centre de Papeete, 70 résidents tous les jours, avec de multiples activités, cérébrales ou bien manuelles. Bref, avoir les meilleures conditions est un objectif partagé par tous, un gage de la réussite. Je préfère venir à l'association justement pour partager cette joie avec les amis, avec les personnels aussi qui sont là pour les encadrer. Donc c'est vraiment dans la joie, ces personnes handicapées ils viennent à l'association. Les agents assermentés participeront aux côtés des professionnels engagés à ces pactes faits pour la joie et le vivre ensemble, et ce, quelle que soit sa condition. La grève sera définitivement évitée à Gaz de Tahiti. Syndicats et patrons se sont retrouvés cet après-midi. Tous se sont accordés sur les points d'achoppement, à savoir le recrutement, la grille salariale et le reclassement. En ce qui concerne les primes, une discussion aura lieu après la signature du protocole de levée de préavis de grève. Laura Seguin-Sioux l'a dit à Mélissa Chong. On a rebalayé en fait les différents points du protocole. Notamment en revenant sur le point 1, les embauches, pour clarifier que les embauches ont déjà été actées en interne et vont effectivement être lancées. Sur le point 2, sur la grille salariale, pareil, qui avait fait l'objet d'accords déjà en 2022, nous avons soldé ce point aujourd'hui pour dire que la grille n'allait pas être modifiée. Le point 10 sur les reclassements avait déjà été soldé, donc on n'est pas revenu dessus, à vrai dire. Et le point 12 également avait déjà été soldé. Voilà. Les régulateurs mettent en garde contre les multiples escroqueries qui circulent sur la crypto-monnaie. Promesses de gains rapides et faciles, hameçonnage sur les réseaux sociaux, usurpation d'identité. Les escrocs profitent de l'essor du marché pour multiplier les arnaques en tout genre. Une pratique facilitée par le fonctionnement complexe des divers crypto-actifs, le manque de connaissances de certains investisseurs et le faible encadrement du secteur. Kaline Yenard, Mélissa Chong. Première chose à savoir, on ne dit pas crypto-monnaie, mais plutôt crypto-actifs, car ce sont des actifs numériques qui s'échangent, un peu comme des actions sur le marché de la bourse. Et c'est ce qui a motivé Patou à s'intéresser au sujet en 2020. Je me suis renseigné, j'ai demandé, j'ai cherché, j'ai regardé, et il s'avère que oui, on peut gagner de l'argent. Comment on peut en perdre? Mais il faut savoir que
lorsque tu achètes de la crypto-monnaie, c'est comme de l'action. Tu ne perds ou gagnes de l'argent que si tu revends. Si ça baisse et ça monte, ça baisse et ça monte. Tant que tu ne revends pas, tu n'as ni perdu ni gagné. Vous l'aurez compris, bien se renseigner, c'est la règle numéro 1. Le site internet de l'autorité des marchés financiers reste votre meilleur allié. Il propose un test pour évaluer le risque d'arnaque, mais également 2 listes à consulter absolument avant tout investissement. Alors il y a une liste blanche qui décrit tous les opérateurs, prestataires qui sont autorisés à proposer des cryptoactifs, mais également une liste noire qui est également disponible sur le site internet de l'AMF, Autorité des marchés financiers, qui liste en fait l'ensemble des prestataires qui ont déjà fait l'objet d'un signalement pour opérations frauduleuses. Presque 118 000 crypto-arnaques en 2022, c'est le résultat d'une étude menée par Solidus Labs, une société de surveillance. C'est 80 fois plus qu'en 2020. Alors, avant d'investir, faites vos recherches. Après, dans le Bitcoin... Politique, maintenant, on en parle depuis la semaine dernière. Les autonomistes veulent se rassembler. Un vœu émis du moins par le Tapurahur Atira, le Amuitir Autenun Amaohi et le Yauratenun A de Tevarufrich. Un autre parti devrait être sollicité. Le Ahere Yaporineti est devenu la 3e force politique du pays. Le 2e vice-président nous donne son avis et ses arguments ce soir. Nuihaulure Yarana. Merci d'être sur la première. Alors pour vous, c'est clair, vous n'y allez pas ou vous attendez encore d'être contacté? C'est vrai que cette plateforme, on entend parler, on voit surtout Gaston Floss venir expliquer les modalités. Pour nous, ça pose un problème parce qu'organiser une telle plateforme, de notre point de vue, c'est se mettre tous autour de la table, définir un projet, expliquer l'organisation. Et là, à présent, ce qu'on voit, c'est le président Floss expliquer comment ça va se passer, le statut de pays associé, qui ne va pas être président, comment ça va s'organiser. Donc nous, sur la forme, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Deuxièmement, sur le fond, il ne faut pas oublier qu'il y a 9 mois, il y a eu des élections. Le peuple s'est exprimé, il y a une majorité, un gouvernement. Nous, on a été choisi par 25 000 électeurs pour siéger à l'Assemblée et on travaille. On essaie d'être le plus efficace possible. On arrive à bien travailler avec le Tapura aujourd'hui sur des projets que nous contestons. Ça a été le cas de la loi fiscale. Par contre, sur des projets que nous pensons être bons pour la population, nous votons favorablement. Donc c'est le travail qu'on fait à l'Assemblée aujourd'hui. Surtout pour nous, il ne s'agit pas de faire de la cuisine politique en attendant les élections qui auront lieu dans 4 ans. Et donc pour vous aujourd'hui, cette plateforme, elle est inutile ? Je ne dirais pas qu'elle est inutile parce qu'il faut effectivement trouver les moyens de s'entendre. Mais nous, on a quitté le Tawera parce qu'on trouvait qu'une seule personne qui pense et qui décide, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On a quitté le Tapura, qui est pourtant un parti autonomiste, parce qu'on était en désaccord total sur un certain nombre de mesures qui avaient été prises. Donc pour nous, le fait de dire on est autonomiste, ça ne justifie pas qu'on se mette ensemble forcément uniquement pour reprendre le pouvoir. Il faut vraiment un nouveau projet. Alors, et en tant qu'autonomiste, vous serez prêt à faire des concessions ou en tout cas à rentrer dans les discussions et à prendre une décision? Nous, on discute. C'est pour ça que concernant le travail que l'on fait à l'Assemblée, sur la loi fiscale par exemple, on a fait un travail très actif avec le Tapura, avec des Poirouri notamment. On a apporté des arguments, on a apporté des amendements. Sur les amendements que nous avons déposés, certains ont été adoptés. Ensuite, il y a la manière dont tout ça a été organisé qui nous a conduit à déposer un recours auprès du Conseil d'État. Donc on fait un travail effectif à l'Assemblée. Nous, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de perdre notre temps à l'Assemblée en attendant la prochaine élection. Je crois que les électeurs attendent qu'on travaille. C'est ce qu'on essaye de faire. Puisque vous parlez de cette fameuse plainte, vous avez saisi le Conseil d'État pour dénoncer la loi fiscale et le règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie. C'est plus sur la forme que sur le fond. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez espérer de la juridiction? Qu'elle dise le droit. C'est-à-dire que dans tout le travail qui a été fait, nous, le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, c'est le constat que l'on fait unanimement sur le peu de cas qui est fait du règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est la Bible du fonctionnement législatif à l'Assemblée. C'est ce qui permet de protéger la minorité. Et en fait, moi, par exemple, j'ai déposé 13 amendements en commission. Sur les 13 amendements, 2 ont été retenus et votés. Et une semaine plus tard, on apprend que le texte finalement est dévoté, que les amendements sont retirés et qui sont déposés en mon nom par les services de l'Assemblée. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Ce sont des dérives un peu totalitaires, vous les considérez comme ça?
Alors, je ne vais pas utiliser ce terme, mais on voit sur beaucoup de sujets qu'il y a effectivement une volonté du président de l'Assemblée d'avoir l'ensemble des pouvoirs et de ne pas s'embêter avec les procédures. D'ailleurs, il en est conscient lui-même, puisque à la suite de ces erreurs de gestion du règlement intérieur, il a lui-même proposé de modifier le règlement intérieur dans un sens qui, de notre point de vue, n'est pas bon. Et en parlant de règlement intérieur, justement, vous aussi, vous avez bénéficié de certaines faveurs. On pourrait dire lorsque Nicole Sanquer a été nommée 3e vice-présidente, ça aussi, c'était hors règlement. Et ça vous a arrangé ? Non, c'était tout à fait dans le règlement. D'ailleurs, aucun recours a été déposé sur le sujet. En fait, la majorité peut décider au sein du bureau de l'Assemblée qui sera vice-président, qui sera questeur. Et donc, il y a une organisation qui s'est mise en place. Après, si pour la majorité, mais je ne pense pas que ce soit le cas, si la majorité a estimé qu'en octroyant cette fonction, ça allait conduire nos 3 élus à soutenir tous les projets du gouvernement, ben, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je ne pense pas que ça a été fait dans cet esprit. Merci pour ces premières réponses. Je reviens vers vous juste après, puisque le parquet ouvre une information judiciaire pour provocation publique à la discrimination après les plaintes déposées par Edouard Fritsch à la suite des propos tenus par Mitema Tapati et Roniter Ipaya, qu'il considère comme discriminatoire. L'enquête est confiée à un juge d'instruction. Si l'infraction est avérée, elle est passible d'une peine maximum de 3 ans de prison et de plus de 8 millions de francs d'amende. Nui Hauloré, je vais vous demander votre position, mais je voudrais juste rappeler que lorsque Lana Tetuanui avait interpellé le président de l'Assemblée sur ses propos, c'était le 9 novembre dernier, vous étiez étonné que certains s'en offusquent. Cela veut dire que vous ne comprenez pas la position de la procureure ? Moi, j'étais dans l'Assemblée au moment où il a prononcé ces paroles. Moi, je vois intervenir mon collègue représentant à l'Assemblée. Il défend les sujets de l'agriculture. Quand il s'est exprimé, moi, je n'ai pas entendu de propos racistes dans l'expression qui a été la sienne. Il exprimait un échange qu'il a eu avec un collègue qui revenait de métropole, donc on n'était pas du tout sur ça. Après, j'ai entendu qu'une plainte avait été déposée. On va voir ce que la justice en dira, mais de toutes les interventions que j'ai entendues de sa part à l'Assemblée, c'était exclusivement des interventions techniques pour défendre le secteur agricole. Donc je ne pense pas que ce représentant soit raciste ou xénophobe. Mais en tant qu'élu du peuple, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine image de certaines règles à respecter sur ce point? Ça, c'est certain. Nous, on essaye d'être le plus digne possible à l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a des dérapages. Si on veut commencer à comptabiliser les dérapages, il y en a de tous les côtés. Donc, sur ce point, je sais qu'une plainte a été déposée. On verra ce que la justice en dira. Merci beaucoup, Nui Hauloré, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Enfin, le tahitien est une langue comme une autre. C'est en substance le message des auteurs d'une étude comparative du tahitien, du français et de l'anglais. Florent, Carole et leur père Félix Atem ont voulu démontrer que le tahitien, langue régionale, faisait appel aux mêmes opérations énonciatives que les langues internationales. Ces 2 universitaires tenaient à valoriser leur langue maternelle, mais aussi à participer à l'enseignement des professeurs de Rio Tahiti. On voit cela avec Sibel Plichard et Mirko Vanfo. Dans ce nouveau bâtiment dédié à la recherche, les universitaires Carole et Florent Atem travaillent de concert avec leur père Félix. L'enseignant a toujours été soucieux de placer le tahitien au même niveau que les autres langues. Lorsqu'il enseignait au collège dans les années 70, le Rio Tahiti n'était pas considéré. Les collègues expatriés que j'avais dans l'établissement trouvaient bizarre qu'on introduise l'étude du tahitien dans l'enseignement secondaire, puisque c'était quelque chose qui n'avait aucune valeur. Et on a donc voulu se battre contre ça avec Mako Tevane et montrer que non, c'était faux, que le tahitien était une langue comme toutes les autres. Jean n'a pas planté d'arbre près de sa maison. John has not planted a tree near his house. Les auteurs s'appuient sur les opérations mentales fondamentales définies par le linguiste Antoine Cuglioli dans sa théorie des opérations énonciatives. Il s'agit de montrer que les structures, évidemment, sont très différentes. La syntaxe est différente. Déjà, l'ordre des mots, bien sûr, n'est pas le même dans les différents groupes de langues. Mais
ce qu'on appelle la relation prédicative. Voilà, c'est la notion qui est derrière l'utilisation des temps et des structures. C'est la même. Il n'est absolument pas question de lisser les différences qui font l'unicité, la beauté de chaque langue, mais d'aller, de porter un regard au-delà de ce niveau, d'aller voir en profondeur quelles sont vraiment dans l'esprit de l'énonciateur les étapes mentales qui s'enchaînent. Une pensée humaine transversale qui devrait aider les enseignants à y voir plus clair. On sait aussi que certains enseignants sont en insécurité linguistique, d'où, l'intérêt d'avoir effectivement des documents issus de la recherche. Créer des ponts entre 3 langues enseignées en Polynésie, le plurilinguisme s'affirme dans l'éducation, désormais reconnu comme un gage de réussite. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'un des principaux titres développés ce soir. C'est l'un des rares établissements publics à proposer le petit déjeuner gratuit à ses élèves. Le collège Makotevane de Taunua prépare tous les matins un repas à une quinzaine d'enfants sélectionnés parmi les effectifs SECPA. Cette petite structure mise sur un climat bienveillant pour assurer la réussite des étudiants. Votre quotidien fait sa une demain sur cette information judiciaire ouverte par la procureure suite à la plainte d'Edouard Fritsch. Dans vos écrans ce soir, du divertissement avec Prodige d'abord, puis une pièce de théâtre. Merci de votre fidélité. Retour de vos informations demain matin en radio dès 6h avec Ibrahim Ahmed Aziz et Corinne Tehetia. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet